Bonjour Andrea, Bonjour Mauricia, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Super bien. Alors, je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation à te joindre à moi dans cet échange sur ce podcast. Donc, pour remettre un peu le contexte, nous sommes sur le podcast AWT, African Women in Tech Initiative, et c'est un podcast qui vise à parler des femmes qui contribuent et qui façonnent l'écosystème de la tech sur le continent africain. Et je pense que toi, tu as vraiment su naviguer dans cet écosystème et impacter cet écosystème à travers ton magnifique projet Abidjanese InTech. Donc, nous sommes ici pour parler de ton parcours, mais aussi pour parler d'Abidjanese InTech. Donc, vraiment pour commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Merci pour l'introduction. Je suis ravie d'être sur le podcast et je suis ravie qu'on puisse échanger sur ce sujet. Donc, je m'appelle Lunga Andrea Buyamba. Je vis en Côte d'Ivoire depuis 3 ans maintenant. Je suis consultante en transformation digitale, plus exactement PMO, dans tout ce qui est ERP diverses, CRM, bancaire, etc. Et en parallèle, je suis fondatrice de Abidjanese Tech et African Tech, qui sont, alors African Tech, c'est un réseau d'expertise qui vise à bâtir un vivier de femmes expertes en technologie en Afrique francophone. Et c'est une initiative qui découle de Abidjanese Tech, le projet initial, qui est un club d'affaires né en Côte d'Ivoire, avec pour objectif de réunir et créer des opportunités pour les femmes dans le domaine de la technologie en Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien, super introduction en tout cas. Mais moi, j'aimerais, avant d'aller dans le détail d'Abidjanais et Tech, moi, j'aimerais revenir un peu en arrière sur ton parcours académique et Ok. je vais aller jusqu'au collège et au lycée. Donc, j'aimerais Oh, savoir, ok. oui, effectivement, parce que c'est important pour que tout le monde puisse savoir un peu donc d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, quelle est D'accord. l'orientation scolaire que tu as choisie jusqu'à l'université et avant maintenant de parler de ton parcours professionnel. Donc, est-ce que Ok. tu peux nous parler un peu de ton parcours académique au niveau du collège, au niveau du lycée? Qu'est-ce que tu as choisi comme orientation? Très bien, très bien. Parcours assez atypique. J'ai pas forcément eu tout de suite un pied dans la technologie, en tout cas au niveau académique. Par contre, à la maison, j'ai toujours baigné dans un environnement un peu tech. Déjà parce que mon papa est informaticien, donc et je suis son aînée, donc il transmettait un petit peu sa passion pour l'ordinateur. Donc j'ai déjà été très curieuse dès toute petite. Enfin, j'en faisais quand même. Enfin, je savais déjà beaucoup plus de choses sur l'ordinateur. Surtout quand on était dans l'époque voilà, on découvrait Internet, etc. Moi, j'étais très curieuse. Et au niveau de l'école, dans mon parcours, au collège, j'ai grandi en France. Déjà, peut-être que je le précise. Donc, je suis née, j'ai grandi en France. Je suis d'origine congolaise. J'ai grandi en banlieue parisienne. Donc, collège, parcours assez classique. J'ai mon brevet, etc. Ensuite, je suis allée au lycée. Au lycée, j'ai fait un parcours scientifique, mais j'étais pas du tout à l'aise avec les mathématiques. Donc, franchement, quand le prof faisait les démonstrations et qu'il disait qu'on allait les approfondir dans vos parcours mathéversité, je me suis dit, oula, je vais pas faire ça après le bac. Mais c'était vraiment nul de penser comme ça avec du recul. Donc, après mon bac, j'ai pas forcément choisi une filière scientifique. Au contraire, je voulais un peu m'en éloigner. Mais j'ai découvert les écoles de commerce et au vu de la passion que j'avais un peu pour le voyage, l'international, je me suis dit, ok, je vais aller en école de commerce. Et en école de commerce, j'ai eu la chance de faire d'avoir des expériences à l'étranger. Une première en Irlande où j'ai pu un peu développer ma pratique de l'anglais puisqu'elle était nulle avant. Et puis ensuite, j'ai fait un stage de 6 mois en Afrique du Sud. Et franchement, cette expérience-là, elle a été très significative dans mon parcours parce que là-bas, j'ai été immergée dans un milieu anglophone. Et eux, ils sont très speed. Donc on parlait déjà tech, on parlait déjà entrepreneuriat, on parlait panafricanisme, toutes des notions dont j'avais pas forcément, enfin que je ne côtoyais pas vraiment en France.
Mais là-bas, j'ai découvert tout ça. J'étais à Cape Town, c'est une ville où il y a beaucoup de conférences, donc il y a beaucoup d'experts qui viennent un peu de partout. Et en plus, je faisais un stage dans les relations publiques, donc j'étais constamment immergée dans du contenu autour de ces sujets et ça me parlait. Donc quand je suis revenue en France, j'ai décidé déjà de changer d'école et d'aller dans une école qui allait me permettre vraiment d'atteindre un certain niveau. Et puis, au sein de cette école, j'ai découvert vraiment la pratique du consulting. Et je me suis dit, ok, j'aimerais trop rentrer dans un grand cabinet parce que je sentais que c'était le type d'entreprise où j'allais bien m'épanouir. Euh, Sauf que j'avais pas j'étais dans une bonne école, mais c'était pas les grandes écoles, euh, c'était pas les très grandes écoles où après tu rentres dans les Big Four, etc. Donc là encore, il a fallu que je sois un peu maligne pour pouvoir intégrer tout ça. Et c'est à travers un stage dans le marketing que j'ai pu intégrer Deloitte en tant que stagiaire. Et c'est comme ça que vraiment je me suis confortée dans l'idée que le métier de consultant, c'était vraiment un métier qui me correspondait bien. Parce que dans ma vie, en général, je pense du fait que je sois aînée, que j'ai grandi beaucoup en communauté, j'aime faire des projets, j'aime gérer des projets, j'aime aider. Et, euh, et le métier de consultant, c'est un peu ça, c'est voilà, comment accompagner un client à atteindre certains objectifs, comment être à l'affût des tendances pour pouvoir derrière toujours accompagner les entreprises à évoluer dans toutes les mutations, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient business. Donc c'est un peu ça qui m'a conduit vers ce métier. Et puis en étant en marketing à Deloitte, je côtoyais des consultants tous les jours. Et quand je les regardais faire leur métier, je me disais, ok, c'est ça que je vais faire. C'est ça. Ok, donc je disais que oui, voilà, cette expérience m'a vraiment confortée sur l'idée de faire ce métier parce que certes, j'étais pas encore consultante, mais je l'ai côtoyé au quotidien. Et ça correspondait vraiment à mon profil, puisque moi déjà j'ai un profil d'aîné de famille de base, et j'ai grandi aussi dans un milieu assez communautaire, donc j'ai vraiment en moi ce besoin d'aider, ce besoin voilà, d'avoir un impact dans ma communauté, ce besoin de pouvoir accompagner en fait les gens. Et donc ça se transmet aussi dans ce que j'aime faire au niveau professionnel, parce que finalement c'est ça le consultant, c'est comment on accompagne les entreprises à atteindre certains objectifs, comment on les accompagne à évoluer dans un écosystème en constante mutation, sur des aspects réglementaires, sur des aspects technologiques, ou des mutations sur des aspects business. Et donc, grâce à cette opportunité-là, j'ai vraiment eu, comme je disais, cette confirmation-là. Et c'est pas tout de suite après mon stage que je suis devenue, c'est un peu plus tard. Dans ma recherche d'emploi, je cherchais forcément ce qui découlait de mon parcours, c'était des postes en marketing, mais bon, je ne trouvais pas. Et finalement, c'est en découvrant la tech un peu par hasard, en tombant sur des formations qui expliquait que tu pouvais en fait partir de ton expérience métier et te former sur la partie technique pour devenir consultant chef de projet et le métier va commencer à être de plus en plus connu et à mettre en avant en fait plus de diversité de profils pour le faire. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais faire de l'informatique sans avoir un diplôme informatique. Et j'aimais déjà du coup l'informatique, vu que, comme je disais, j'ai toujours été, ça, mais à la maison, passionnée par l'ordinateur. Et je me suis lancée comme ça. C'est comme ça que que je me suis formée. Et ensuite que j'ai intégré Accenture, donc en changeant un peu mon CV, donc vraiment en mettant les bons mots-clés maintenant que je savais à peu près vers quoi je voulais me tourner. Et c'est au sein du cabinet de Accenture que là, je me suis vraiment formée en tant que PMO et que que je suis devenue une woman in tech, on va dire, d'abord en France. C'est à peu près ça. D'accord. Ah, très bien, intéressant comme parcours, honnêtement. On voit un peu le cheminement et je pense que c'est déjà vraiment insister à ce que tu parles un peu de comment est-ce que ça commence parce que finalement, la passion pour la tech te vient de ton papa qui l'a Mhm. transmis indirectement et puis tu retrouves cette tech-là beaucoup Ouais, plus tard dans ta formation. exactement. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette vue-là. Tout au long de tes expériences professionnelles, est-ce que tu penses que les expériences que tu as acquises, par exemple, en Afrique du Sud, à Deloitte et puis à Accenture, est-ce que ces expériences ont
quelque peu influencé ta vision et même ton approche d'Abidjanaise in Tech avec Oui, du oui, recul? totalement. Tout ce que j'ai fait, ça a enfin, énormément influencé ce projet. Déjà, euh, déjà, le fait d'avoir été en Afrique du Sud, donc très vite aussi, j'ai pu avoir avoir ce regard un peu, on va dire, international, pas trop être centré sur son marché, mais aussi voilà, avoir cette ouverture-là, découvrir aussi des notions qui finalement aujourd'hui font vraiment partie intégrante de ma vie. Donc, quand je disais que j'ai découvert vraiment la notion du panafricanisme, vraiment euh, la réussite panafricaine et pas que, voilà, pas que nationale, etc. Donc tout ça. Et puis en parallèle de ça, j'avais lancé mon premier projet avec une amie qui s'appelle Biden Dila. En revenant d'un voyage au Ghana, on avait lancé un projet qui s'appelait Pan-African Stories. Et l'idée, c'était de raconter des histoires qui permettaient de reconnecter la diaspora africaine au continent. Et à travers ce projet, j'ai eu la chance, franchement, de côtoyer beaucoup d'experts, de héros du quotidien, d'historiens, philosophes. Et ça a énormément nourri ma pensée, ma trajectoire, qui fait qu'au bout d'un moment, j'étais tellement dedans que c'était une évidence pour moi qu'un jour j'allais aller sur le continent travailler. Ça, c'était sûr. Et donc, il a juste fallu le déclic qui me fasse vraiment partir. Voilà, qui me fasse vraiment partir. Et c'était pas pour entreprendre que je suis partie, c'était vraiment pour travailler. Déjà, je voulais vraiment avoir un impact dans mon travail que j'arrivais pas à avoir forcément dans les grands cabinets. Donc, j'arrivais à faire mon travail, j'arrivais à bien faire mon travail, à monter les échelons qu'il faut monter quand tu es consultant. Mais j'arrivais pas à avoir l'impact. Vraiment, ce truc où tu te réveilles le matin et tu te dis, OK, je, ok, je suis dans mon why et tout, j'avais pas encore ça. Mon why, il était quelque part dans avoir un impact sur le continent africain et ça a été nourri par toutes les expériences précédentes. Hmm. Donc c'est très bien. Donc on voit vraiment que tu as voulu travailler sur le continent, mais surtout impacter à travers ton travail. Et donc finalement tu choisis la Côte d'Ivoire comme destination. Pourquoi la Côte d'Ivoire? C'est un mélange de plusieurs raisons. Première raison, déjà, c'est vraiment le premier pays où j'ai eu une expérience hors vacances. Si je peux dire. Ah non, non, le deuxième, il y avait l'Afrique du Sud, pardon. Mais déjà, la première fois que je suis allée en Côte d'Ivoire, oui, c'était pour les vacances. J'ai été franchement agréablement surprise du pays. Genre, vraiment, j'ai passé de super vacances. J'ai découvert pour la première fois ce pays. Mais après, les vacances, c'est pas la même chose que quand tu y es pour vivre, quand tu y es pour travailler, etc. J'y suis revenue après avec, dans le cadre du projet Pan African Stories. Et là, c'était la première fois que je travaillais en Côte d'Ivoire, mais pour un projet. Et que je commençais à développer un réseau professionnel en Côte d'Ivoire. Et c'était, et moi, j'ai tellement ressenti une dynamique. Enfin, vraiment, c'est un hub dans la sous-région et ça se sent quand tu fais des projets. Pas que de façon positive, je sais pas, c'est vraiment un tout. C'est voilà, c'est les challenges, les défis, l'impact, tu le sens, enfin, vraiment tout ça, se mélange de tout ça. Et donc, je me suis un peu. Puis très vite, franchement, j'ai validé le pays. J'ai dit, dans ce pays, il est dans ma liste pour venir. Et quand je suis vraiment venue en Côte d'Ivoire, c'est quand j'ai eu l'opportunité de travailler au Burkina. Et c'est là où je ne cherchais pas forcément cette année-là à venir, mais l'opportunité s'est présentée et je me suis dit pourquoi pas, je connais déjà la Côte d'Ivoire. J'avais plusieurs attaches, j'avais des attaches même personnelles en Côte d'Ivoire, etc. Je me suis dit, go, j'ai rien à perdre, je tente. Si ça ne marche pas, je rentre chez moi. Hmm. Et j'ai toujours eu ce mindset de, de tester. Franchement, l'agilité, elle est vraiment en moi. Donc, j'ai pas peur de tester quelque chose et de revenir en arrière, c'est un problème. Donc, Hmm. tester m'installer en Côte d'Ivoire, voilà, ça choquait personne dans mon entourage très très proche. Voilà, les chocs, c'était plus les personnes un peu plus éloignées qui essayent de comprendre petite accenture, tu vas, ouais, etc. Mais sinon, personne n'était choqué dans mon entourage.
Oui. Ok, très bien. Et du coup, quand tu t'installes en Côte d'Ivoire, donc tu travailles chez Cofina, et quelles sont tes missions, Ok, au donc c'est quotidien? une entreprise, c'est un institut de mésofinance. Donc, on fait de la finance, donc du crédit pour les TPE et PME. Et c'est vraiment une entreprise qui se positionne comme étant le chaînon manquant de la finance et qui vise à devenir l'acteur panafricain de référence dans la finance inclusive sur le continent. Donc déjà, rien que ça te change en fait de travailler dans une entreprise qui a une vision panafricaine. Déjà, quand tu passes de grands cabinets à ça, donc déjà, tu me sens beaucoup plus proche de, euh, de ce qui me drive vraiment en fait, de ce qui me, voilà, de mon why que je recherche, etc. Je me sens beaucoup plus proche de ça. Et là-bas, donc j'étais responsable organisation, implémentation de change management à la holding. Donc on avait un scope au niveau du groupe et principalement on a travaillé sur le projet de transformation digitale du groupe qui voilà, consistait déjà à la refonte du système d'information d'abord, pour ensuite atteindre plusieurs objectifs euh, business, on va dire. Donc j'ai travaillé sur ce projet, donc très tech, différent de ce que je faisais en France, parce que là-bas, en fait, j'étais purement CRM. Là, je viens dans un secteur bancaire, donc un milieu très réglementé, très complexe quand même, pas facile à comprendre, sans forcément expérience bancaire, parce que c'était un challenge. Et, mais c'était génial pour, franchement, pour l'intégration dans un nouveau pays, avoir une entreprise comme ça, familiale, où vraiment il y a une bonne, il y a une bienveillance, il y a un bon esprit de groupe, etc. C'était top. Donc voilà, c'est ce que je faisais là-bas. Très bien, c'est une très belle façon aussi de s'implanter, surtout que tu travailles sur des sujets aussi importants, très tech, système d'information, c'est généralement de très gros projets qui impliquent énormément Mhm. d'acteurs, hein. Donc, moi, j'aimerais comprendre, est-ce que à ce moment-là, tu penses à créer Abidjanese Tech? D'où te vient l'idée? Comment est-ce que tu fais pour connecter les liens? Franchement, pas du tout. Pas du tout. Ça vient parce que tu viens de dire qu'il y a énormément d'acteurs et c'est ça qui a été un peu la base de Gen Z Tech. C'est que, effectivement, je me retrouve dans un type de projet où je côtoie énormément d'acteurs. Donc en fait, j'arrive, mais j'ai même pas le temps de me reposer. Le projet commence, il faut chercher des compétences, il faut chercher des talents, il faut chercher des fournisseurs, il faut chercher, faut chercher certaines expertises, enfin, il faut chercher tout ça. Donc, en fait, très vite, tu arrives dans la boîte, mais tu restes pas là dans ta boîte en train de faire ton métier. Non, tu es en train de courir partout, découvrir vraiment l'écosystème très, très rapidement, aller à plein d'événements professionnels, parce que les événements, c'est la première fonction d'un écosystème. Donc, tu vas tout de suite à plein d'événements, etc. Tu rencontres plein de gens et ouais, tu rencontres plein de gens. Là, tu rencontres beaucoup. En fait, tu te rends compte, et je me rends compte, que la tech ici, mais il y a trop d'opportunités, il y a trop de challenges, il y a trop de défis, mais il y a des opportunités de folie. Et je me dis, non, mais en fait, je suis là au bon moment pour vraiment profiter en fait des opportunités de ce domaine. Et je me rends compte que par contre, je vois pas beaucoup de personnes qui me ressemblent, en fait, des femmes comme moi, qui aussi sont dans la tech et qui profitent de ça, en fait. Et que ce soit dans, aux événements où on allait, où bah, sur les panels, les experts sont super bons, il n'y a pas de problème. Mais nous, dans l'entreprise, on rencontrait, on rencontrait dans notre quotidien des expertes qui étaient super smart. Et je me disais, mais elle regarde sur ce panel et tout. Enfin, il faudrait qu'on voit des femmes comme ça sur le panel, parce que bah, souvent, elles ne sont pas forcément en train enfin, elles n'aiment pas forcément trop se montrer et tout. Mais elles sont super smart, comme je disais. Et en plus de ça, dans notre équipe à Abidjan, on avait plusieurs équipes. Donc ça, c'est d'Abidjan, on était deux femmes. Et forcément, en fait, ce que nous, on vivait dans les projets, c'était pas forcément une chose que nous aimions. On avait quand même nos propres problématiques, je pense, nos propres challenges, nos propres questionnements.
Et du fait qu'on sentait qu'il y avait quand même une surreprésentation, et tu la sens de façon très frontale, tu te dis, mais du coup, est-ce que tu dois juste être là et en train de faire ton métier, ou est-ce que tu dois faire ton métier et en fait t'assurer qu'il y a une continuité, t'assurer que tu diffuses un message aussi à d'autres personnes, ou t'assurer que tu conseilles d'autres personnes à tenter ça, tenter ça. Et je pense que c'est un peu ces questionnements que j'avais avec ma copine, Anna Koubali, qui tu vois, elle est vice-présidente de FISO, que, euh, que bah, j'ai commencé à écrire, enfin, à écrire mon guide, parce que moi, je suis bah, donc toujours très curieuse. Donc, moi, tout ce que je trouvais, bah, je notais partout. Et je me suis dit, bon, toutes ces recherches, ça serait trop cool, parce que ça m'a pris du temps. Tout ça, c'est au moins où je bougeais partout, je faisais plein de trucs. Et je me disais, mais les 1 an que j'ai fait, en fait, je peux les condenser quelque part et faire gagner du temps à quelqu'un qui vient m'arriver. C'est comme ça que j'ai commencé à faire, à recenser tout ça. Et donc j'écrivais. Et, et c'est dans cette écriture-là que bah, mes collègues, eux, me poussaient à me disaient, mais oui, c'est trop bien ce que tu fais, mais lance quelque chose, toujours là en train d'écrire et tout. Et c'est comme ça que je lance le Instagram. Le nom, je sais plus comment il me vient, mais en fait, le nom, c'est juste ce qu'on est, Abidjanaise, des Abidjanaises du tech, parce qu'on est des Abidjanaises dans la tech, tout simplement. Donc ça me vient simplement, honnêtement. Et c'était un jeu de mots avec Women in Tech. Mais pour dire que dans les Women in Tech, Mhm. il y a des Women in Tech à Abidjan qui sont là et qui veulent aussi prendre la place dans le système. C'était plus ça l'idée. Et c'était pas que pour dire Abidjan, mais c'était plus, voilà, c'était plus pour positionner Abidjan comme capitale tech. Mais l'idée, c'est la Côte d'Ivoire, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que naît la communauté d'abord. Donc, avant le club d'affaires, c'était d'abord la communauté Abidjanaise Tech sur Instagram. C'est ça que ça naît. D'accord, ok. Donc je vois bien que ça commençait vraiment d'une envie. Tu écrivais énormément, donc tu constates des choses, tu écris de ton avis, tu crées un guide, et ensuite tu crées une communauté. Et finalement, aujourd'hui, on a Abidjanaise Intech, c'est une très grosse communauté sur LinkedIn. Moi, je suis sur LinkedIn notamment, mais c'est également présent dans plusieurs autres pays. On aura l'occasion d'en discuter plus tard. Mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous donner des missions et les objectifs Abidjanaise Intech à Ok, ce jour? la bonne question. En fait, ça a beaucoup évolué parce que comme, comme je disais, je ne me suis pas préparée à lancer ça. Donc, le projet il a vraiment évolué au fur et à mesure des opportunités, des besoins. Euh, oui, voilà, des besoins, etc. Aujourd'hui, l'objectif de la Genesis Tech, c'est, euh, en fait, je vais faire la différence parce que le fait d'avoir réuni cette communauté, en fait, c'était vraiment, je pense que le besoin, il a toujours existé, mais c'est juste que la plateforme qui réunissait ces femmes dans la tech en Côte d'Ivoire, elle n'existait pas encore. Et le fait qu'on ait pu avoir cette plateforme, ça a fait que on a créé une communauté où il y a vraiment des membres mais extraordinaires qui font des choses extraordinaires. Et bah, quand tu réunis plein de monde comme ça, bah, en fait, forcément, ton projet il ne peut que évoluer parce qu'il y a des idées tout le temps, il y a des opportunités tout le temps, tout le temps challengé. Et, donc, petit à petit, on a commencé à sortir aussi un peu d'Abidjan et d'aller au Bénin, d'aller en France faire des événements, des initiatives et, et de voir qu'en fait, on pouvait même euh, augmenter notre impact en faisant des synergies avec des femmes dans la tech comme nous, dans d'autres pays, etc. Et c'est comme ça que l'idée de peut-être en fait être bien plus qu'un réseau national qui veut inspirer, connecter, outiller les femmes dans la tech en Côte d'Ivoire, peut-être que ça va aller plus loin. Et c'est en étant contacté par des femmes qui qui m'ont expliqué que ce que vous avez constaté, nous aussi on constate chez nous, et que moi ça me dirait bien de faire la même chose dans mon pays. Et c'est en échangeant comme ça pendant plusieurs mois avec ces femmes, deux en particulier, donc Amandine, Pimpo et Jamila Kiri, que aussi, ok, en fait, il faut ok, on va le faire, on va tenter. Et c'est comme ça que naît euh, Togolaise in Science et après Sénégalaise in Tech.
Et pareil, plus les discussions évoluent, parce qu'on n'a pas lancé tout de suite, il y a quand même eu un bon 6 mois pour être sûr, parce que c'est tellement d'engagement de gérer un projet comme ça demande beaucoup de temps, d'énergie à donner, à recevoir. Et tout. Il y avait aussi cette préparation-là. Et puis, et oui, après, donc, on lance les 2 chapitres, ça marche bien. Puis on commence un peu les synergies, parce que bah, déjà, tu as 3 femmes dans 3 pays différents, on s'échange des trucs, on fait des mises en relation par-ci, par-là, etc. Et c'est là que African Tech, je pense, ça naît, voilà. En plus, on faisait des mentorings aussi avec le mentor, parce qu'on avait pas mal de mentors quand même qui entourent le projet. Je me rappelle, on parlait avec Naboufa et qui a dit faire African Tech. Et c'est vrai, en fait, je me dis, oui, il faut vraiment faire African Tech, parce que là, on est en train de faire quelque chose de plus en africain même que juste Côte d'Ivoire. Et c'est là où je me dis, ok, il faut vraiment que maintenant, ça fait 1 an et demi, je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer cette vision, qu'on fasse le branding qui va avec, et qu'on vise à bâtir un vivier plus grand que celui qu'on est en train de faire, et qu'on aille sur, en tout cas, qu'on s'attaque déjà aux pays francophones. Et donc, c'est comme ça que sort le Sénégal, Sénégal Tech, le Togo, Togo Science, et puis là, on commence à dire depuis un mois, OK, avec African Tech, notre mission, c'est de bâtir un vivier d'experts panafricains pour impacter l'écosystème technologique dans les pays d'Afrique francophone, avec comme objectif dans chaque pays d'avoir un code d'affaires qui crée des opportunités d'affaires, d'emploi et de visibilité pour les membres. Donc, c'est à peu près ça. Ah, super comme vision et ça ramène un peu cette notion, cette thématique de panafricanisme que tu avais Ouais, déjà lorsque tu étais étudiante, voilà. Donc c'est vraiment une c'est continuité en réalité, ce que ça, tu une présentes. continuité. Très bien. Et en quelques chiffres, est-ce que tu as une idée, par exemple, du nombre de femmes qui constituent les différents Oui. réseaux actuellement? Alors, en Côte Oui, d'Ivoire, est-ce que tu peux nous en dire plus? 300. On est 300. Au Sénégal, elles sont 200. Et au Togo, elles sont presque 100 maintenant. Donc, voilà. Et puis, on veut ouvrir les 2 prochains pays, RDC et Cameroun, en 2025. Très bien, c'est une très bonne nouvelle et c'est très beau de voir à quel point le réseau grandit vite en 1 an et demi. On compte déjà des Mm. centaines de femmes qui font partie du réseau et en plus de ça, une représentation vraiment dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Donc ça montre vraiment qu'il y a un intérêt très particulier à ce que ce genre d'initiative puisse naître. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, nous parler un peu des initiatives que vous avez Ok. eues, des projets sur lesquels vous avez travaillé? Un exemple, des exemples pour que les gens puissent Ok. comprendre un peu quelles sont les activités que Bah, vous c'est une très menez. bonne question et honnêtement, ça fait vraiment partie de notre challenge puisque bah, jusqu'à présent, les formes des projets, en tout cas à Abidjan, on a commencé par une forme associative. Donc forcément, il faut laisser imaginer tous les efforts qui sont mis derrière pour que ça tienne. C'est pas facile maintenant. On a tellement de défis dans ces projets et c'est des projets qui sont nouveaux. En fait, finalement, c'est que depuis l'année dernière que tout ça s'est né. Donc, et ça continue de grandir avec une bienveillance de nos membres, des feedbacks continus. Et donc, je pense que dans Agility Tech, là, on est à une phase où on est capable maintenant de se dire, OK, sur l'année, on peut faire ça, ça, ça. Mais sinon, du début jusqu'à maintenant, franchement, c'était une opportunité, on fait ça, on fait ça, on fait. C'était comme ça. Ça a toujours été un projet et on réfléchit pas parce que des fois, c'est quand on réfléchit trop qu'on fait rien. Donc, et moi, bah, je pense que vous avez compris. Hein. Moi, tester, c'est. Voilà, je teste, ça marche, ça marche pas. Oui. Et franchement, jusqu'à présent, on a eu la chance de pouvoir compter sur une méga sororité numérique. C'est pour ça même que notre événement elle-même a fait une ode à la santé numérique. Tout ce qu'on a fait, c'était grâce à l'entraide dans les réseaux et du fait d'avoir des femmes un peu partout dans le privé, dans le public, en associatif. Ça nous a permis de faire beaucoup de choses comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, le projet, il faut qu'il arrive à, à s'auto, comment dire, s'auto-financer, sinon il ne va pas tenir. Donc,
on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire pour faire tourner toute cette machine. Et donc là, aujourd'hui, on a structuré African Tech comme un réseau d'expertise qui est composé de trois grandes activités. La première, ce sont les clubs d'affaires. Et donc là, dans les clubs d'affaires, c'est trois clubs qu'on retrouve dans les trois pays. Dans chaque club, il y a un groupe privé qui réunit des femmes expertes. Donc elles, quotidiennement, déjà, elles s'échangent leurs besoins, opportunités, questions, aides, franchement, mentoring, reverse mentoring, ça c'est quotidien. Ça fait de la veille aussi, parce que comme on est un peu partout dans toutes les entreprises, donc on a plein d'informations sur tout ce qui se passe euh, dans le groupe. À côté de ça, on a pu faire de belles rencontres quand même, de beaux events. On a pu voilà, réunir franchement au moins plus de 500 personnes de l'écosystème avec tous les events qu'on a fait l'année dernière et en 2023 en Côte d'Ivoire, avec des beaux soutiens de l'écosystème. On a pu aussi commencer à faire des prestations de services. Et donc là, c'est vraiment se positionner. Donc ça, c'est la deuxième branche, la partie service, avec les services, et de se positionner comme, enfin, faire de l'intermédiation, se positionner comme, enfin, positionner nos expertes comme expertes, et puis prendre une partie pour l'asso, qui nous permet de faire notre asso. Donc on a eu déjà quelques clients, des clients qui sont quand même bien prestigieux, donc ça, c'est vraiment top pour les références. Et là, ça permet aux membres de dire qu'elles ont fait du revenu grâce à Génésinté. On a pu trouver aussi des emplois, pas beaucoup, mais quand même, on a pu trouver des emplois à des Génésinté. Donc c'est soit par Génésinté, soit grâce à une Génésinté. Et à chaque fois, on mesure, en fait, on demande à nos membres de traquer ça pour qu'on puisse dire à la fin de l'année combien d'opportunités on a pu générer. Et après, on a eu une distinction aussi du Cyber Africa Forum. J'ai reçu le prix de Cyber Africa Women de l'année, donc on était super contente pour notre impact dans l'écosystème. On a pu participer à plusieurs projets bénévoles aussi, donc pas mal de mentoring. Donc le projet MTN Yellow de oui, MTN Yellow, enfin Yellow Startup pardon, de MTN, un programme de mentoring avec l'Institut de la technologie et un autre programme de mentoring avec l'AFD. Donc on a pu faire ça au niveau du bénévolat, on continue encore ce type d'action d'ailleurs. Euh, on a lancé un talk show, donc c'est une émission enregistrée sous forme de podcast vidéo avec 5 intervenants. Donc on a déjà lancé un épisode en ligne. Là on a arrêté le visionnage parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi pour faire la production. Parce qu'il faut, voilà, il faut payer les prestataires, etc. Donc on a décidé d'arrêter la production, pas la production, le visionnage jusqu'à ce qu'on produise tout et après on va lancer le produit. Mais il y a déjà un épisode en ligne si ça intéresse certaines personnes. Et donc on a lancé ça et puis après voilà on a mis, ah oui, je pense que le plus gros qu'on a pu faire aussi c'est de permettre aux femmes de notre réseau d'avoir plein d'opportunités grâce au speaking engagement, donc c'est-à-dire prendre des paroles d'experts sur des panels, féminiser un peu les panels, et ça leur donne de la visibilité, travailler un peu voilà, sur leur com grâce à la communauté qu'on a pu créer en repostant leurs publications, etc. Et il y a pas mal de membres qui ont eu beaucoup de visibilité et ça leur a permis aussi derrière d'avoir des opportunités et qu'on essaye de chiffrer aussi, donc leur dire combien cette opportunité leur a rapporté, grâce quels revenus elles ont généré. Et on a des beaux exemples, dont un qu'on a bien cité, qui a eu un contrat à hauteur de 44 millions de francs CFA grâce à Genesitech. C'est des choses comme ça. Donc, du coup, dès qu'on a des choses comme ça qui marchent bien, bah, on essaie de mettre en place des process pour que ça se répète, etc. Donc, on est vraiment dans la construction pour que ce soit solide et que ça tienne. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et puis là, en fait, j'ai parlé des deux branches. Donc un, c'est le club d'affaires. Deux, c'est la partie service. Donc la partie service, c'est plus à Abidjan que ça a commencé. Et puis la troisième, c'est vraiment le label. Donc c'est comment est-ce qu'on va réussir à dupliquer ça dans d'autres pays d'Afrique francophone et relier en fait chaque asso ou structure dans les autres pays à African Tech. C'est notre sujet un peu du moment. Très bien, c'est énormément d'activités, énormément d'initiatives, de projets, mais qui ont finalement un impact
aussi significatif. Donc, au quotidien, forcément, tu côtoies énormément de femmes dans la tech, hein, au vu de la Ouais. taille de l'association et de l'implantation dans la sous-région. J'aimerais savoir, au fur et à mesure des discussions que tu as avec ces femmes-là, est-ce que tu constates qu'il y a certaines difficultés qu'elles rencontrent au quotidien dans l'écosystème? Est-ce que tu peux partager Oui, ça bien avec sûr. nous? Les difficultés. Franchement, je pense que ce réseau existe parce qu'on a trop de difficultés. Effectivement. Beaucoup de difficultés. Euh, les plus grandes difficultés, c'est l'accès au marché, accéder au marché. Donc, euh, les marchés, souvent, c'est des marchés qui restent entre les mêmes personnes, où il faut connaître un tel, il faut connaître un tel, etc. Donc, c'est pas facile d'avoir des nouveaux marchés, surtout quand tu as un nouvel acteur, etc. Donc, l'accès au marché, c'est pas facile. Et le fait d'être ensemble, déjà, ça nous permet d'avoir déjà connaissance des marchés, de se positionner à plusieurs sur les marchés et même d'essayer de faire un plug, comme à l'anglais, faire des plugs en fait sur ce type de marché. Et c'est ça en fait, voilà, qu'on essaye. Mais franchement, c'est un réel sujet, avoir un accès au marché. Après, il y a l'accès au financement, mais ça c'est pour tout le monde. Hein. Mais c'est juste que, voilà, que pour même, bah déjà la tech, c'est pas forcément le domaine qui est le plus financé, je pense, soit par les banques, etc. Ça allait de plus en plus, parce que voilà, il y a une trend aussi dessus, donc même tout ce qui est acteur de financement, ils ont de plus en plus de regard dessus. Mais il faut quand même encore beaucoup de garanties pour pouvoir offrir du financement. Et c'est pas encore des choses que tout le monde peut se permettre d'avoir ou arrive à avoir, donc c'est difficile de faire du financement. Donc il y a cet aspect-là. Donc il y a le financement, il y a aussi, on va dire, des- au niveau de la formation, une difficulté, ça va être de trouver aussi des talents très spécifiques parce que, il y a beaucoup de compétences qui sont encore recherchées dans notre écosystème et souvent quand elles sont rares, elles sont chères. Donc là aussi, il y a aussi pas mal de difficultés à ce niveau. Et aussi, et ben, en fait, parfois, se spécialiser, ça a un coût. Donc, dès qu'on dit coût, on dit aussi, voilà, l'accessibilité, ça devient aussi une difficulté, forcément. Et puis, oui, c'est principalement ça, les difficultés. Et aussi, il y a, même au niveau, je sais pas comment expliquer, mais si on parle un peu de développement personnel, c'est pas un domaine qui est facile en fait. C'est vrai que ça a un coût, etc. On vend aussi parfois la facilité, mais c'est pas simple. C'est des- Souvent, c'est des métiers qui sont très prenants, qui sont difficiles. Il faut être encouragé, il faut être soutenu, il faut avoir un bon support système. Et c'est pas évident non plus. Et il faut aussi maîtriser pas mal de soft skills qui sont pas tout le temps innés chez tout le monde. Il faut travailler, il faut avoir les opportunités de travailler, il faut avoir des formations qui permettent de les exercer. Donc il y a tous ces aspects-là aussi qui sont des difficultés pour les femmes. Mm. C'est très bien de souligner ces difficultés-là pour que on va aussi parler des hommes justement qui contribuent à cet écosystème. Donc de mettre ça en avant et de faire comprendre à tout le monde voici les difficultés que les femmes rencontrent dans l'écosystème et éventuellement comment on pourrait les résoudre ou apporter des Mhm. solutions. Donc, moi, je comprends très bien, au vu de ce que tu as expliqué, que le projet a vraiment bien été reçu au niveau des femmes qui sont déjà des professionnels, parce que ça a vraiment ouvert les portes à plus d'opportunités, l'accès à un réseau plus étendu. J'aimerais savoir, est-ce que tu as une idée de l'impact que vous avez, notamment sur des jeunes femmes ou des jeunes filles? Là, je parle vraiment des lycéennes, des collégiennes, des Mhm. étudiantes. Est-ce qu'il y a un impact ou un engouement quelconque à ce niveau-là aussi? Honnêtement, je ne saurais pas le mesurer parce que c'est pas notre cœur de cible. On se positionne vraiment comme un club d'affaires et on crée des opportunités pour les entrepreneurs et les professionnels.
Donc c'est difficile à notre niveau de se dire qu'on peut toucher plus que ça. Et donc du coup, nos actions envers les jeunes femmes, elles sont plutôt indirectes. Donc elles sont indirectes à travers les bénévolats qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on est chef d'affaires, etc. Mais on essaye en fait, on a des valeurs quand même qui sont assez engageantes. Et en fait, on, ce qu'on essaye enfin, de diffuser à nos membres, c'est un esprit de give back. Donc c'est-à-dire que de temps en temps, quand on propose des actions de bénévolat, on compte sur nos membres pour le faire. Souvent, en général, ça va être tourné vers les jeunes filles. Et donc, ça va être soit aller dans les écoles, soit les programmes de mentoring. Et là en fait, l'impact, il peut être très direct. Ça peut vraiment être des jeunes filles qui vont t'écrire pour te dire que voilà, elles ont découvert tel ou tel métier. Que, enfin, il y en a déjà, j'ai un couple mentor-mentoré qui, enfin vraiment, enfin, limite, sa mentor a changé sa vie. Enfin, vraiment, c'est plus des retours comme ça qu'on a et ça nous motive en fait à continuer de le faire. Et aussi, on a des groupes de jeunes filles dont on est très proche. Donc, par exemple, les Girl Up, qui sont une association d'empowerment pour les jeunes filles. Donc, dès qu'on peut faire des activités, on essaie de faire ensemble. Quand elles sont devant nous, on mobilise la Tech et on a ces échanges-là. Et on a aussi un groupe qu'on appelle les pépites. Et donc, c'est celle qui nous. Parce qu'en fait, souvent, il y avait des jeunes filles qui nous demandaient comment être Tech. Bon, du coup, c'est pas la cible, donc ce serait pas forcément intéressant pour elles. Mais donc, on a fait ce petit groupe-là. Et du coup, quand les Genève Tech, elles ont besoin de bénévoles, etc., elles font appel aux pépites. Et là, ça crée beaucoup de transmission. Ouais, ça crée beaucoup de transmission. Et pareil, je reçois toujours des messages, des bons retours. Et du coup, je crois beaucoup à la force du mentoring. Mentoring et reverse mentoring aussi. Parce que au même titre qu'on apporte, au même titre qu'elle aussi nous apporte. Donc voilà, donc mesurer de façon comme on mesure les apports santé de la bibliothèque, non. Mais en tout cas, de constater, oui, on constate. Très bien, très bien. Et justement, pour rester aussi dans cette même, dans ce même calibre, au niveau de la réception de l'écosystème, hein, d'Abidjan dans l'écosystème, pour les hommes, comment est-ce que tu vois leur contribution aux activités, aux initiatives d'Abidjan et Zintec? Est-ce qu'ils étaient plutôt réticents ou bien ils voulaient vraiment mettre leur pierre, leur contribution à l'évolution de ce projet? Bah, très bonne question. Et d'ailleurs, parce que justement, enfin, le terme allié, c'est le terme que j'utilise tout le temps pour parler de nos franchis. C'est vraiment de faire des alliés. Parce que, en fait, certes, c'est une cause qui compte pas. On veut qu'il y ait plus de représentation féminine, mais en fait, c'est pas une guerre. Donc, l'objectif, c'est comment est-ce que tu sensibilises les hommes, les femmes et l'écosystème pour qu'il y ait plus de femmes dans l'écosystème. Et on ne peut pas le faire sans les hommes, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc déjà, il y a un travail quand même d'expliquer le pourquoi du comment. Et, et en général, franchement, j'ai jamais eu un homme qui ne comprend pas en fait. Ou peut-être qu'il va pas comprendre au début, mais après, dès qu'on parle, qui comprend et qui adhère. Franchement, l'adhésion, elle se fait de façon super naturelle jusqu'à présent. Il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas, etc. Mais moi, j'estime que bon, si tu comprends pas, c'est que t'es pas la cible. Si tu comprends, t'es la cible. Donc ça fait que dans nos initiatives, on a toujours des hommes et des femmes. On va toujours avoir autant, on aura toujours un peu plus de femmes quand même, mais on aura toujours des hommes qui sont là. Et même, voilà, au moment, on a même vraiment mis en avant les e-forchi. Pourquoi c'est essentiel, pourquoi c'est important. On a plein de e-forchi dans l'écosystème tech ivoirien qui, qu'on appelle e-forchi. Mais c'est voilà, la contribution des hommes, elle est super importante. En fait. Sinon, ça sert à rien ce qu'on fait en fait. Oui, totalement. Et c'est vraiment important de les avoir comme des alliés, donc d'avoir cette contribution-là, parce que finalement, c'est un écosystème qu'on co-construit. Hein. C'est pas les femmes qui construisent de leur côté et puis les hommes de leur côté. On interagit tous ensemble, donc c'est important de pouvoir œuvrer dans la même Exactement. direction.
Donc moi, aujourd'hui, on a, donc tu as parlé un peu de African in Tech, Togolaise in Science, Sénégalaise in Tech. Donc où est-ce que tu vois ce projet dans 5 ans? C'est vrai que 5 ans, c'est assez long, mais je pense que j'aimerais quand même avoir ta vision sur qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu souhaiterais à cette initiative pour les 5 prochaines Pour les années. 5 prochaines années, deux choses. Je souhaite, première chose, qu'on lève des fonds et pour euh, les entreprises innovantes dirigées par les femmes. Et deuxième chose, qu'on soit dans, allez, je vais dire 10 pays francophones. On va dire 10. C'est très bien. Franchement, on vous le souhaite totalement et nous sommes de tout cœur avec vous, hein, pour tout le monde qui va nous écouter. Pour moi, même qui suis particulièrement les activités d'Abidjanaise Intech sur LinkedIn, franchement, c'est ce qu'on vous souhaite totalement. Et donc, où est-ce qu'on peut suivre les initiatives, les projets? Est-ce que c'est uniquement sur LinkedIn? Tu as parlé C'est vrai d'Instagram que, tout à ouais, l'heure. pour peut-être ceux qui me connaissent un peu, c'est vrai que notre site, il est hors ligne depuis un petit moment. C'est parce qu'on est en train de migrer à Business Tech sur African Tech. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé l'épisode, mais j'espère que d'ici là, donc ce sera le site web africanintech.com. LinkedIn, on est très actif sur LinkedIn et très actif sur Instagram. Donc, c'est notre page LinkedIn et notre page Instagram. Maintenant, pour nous contacter, on répond partout. Peut-être qu'on va mettre un peu de temps, mais on répond tout le temps. Ou sinon, quand on va sur nos liens, on a un calendrier ouvert. Voilà. Si vous savez comment est-ce qu'on peut lever des fonds, vous pouvez nous contacter. Voilà, donc on lance une bouteille à la mer, on ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens et totalement ouverte, comme je l'ai bien compris, à ces sujets. Très bien. Alors, donc, on arrive déjà à la fin de notre discussion. Donc, moi, j'aimerais vraiment que tu puisses adresser un message aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui vont certainement écouter l'épisode. Le but, c'est vraiment de les encourager à s'intéresser au domaine de la tech. Peut-être qu'il y a certaines qui veulent déjà se lancer, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner? Alors, déjà, ce serait de se dire que voilà, la tech, en fait, qu'on ait envie d'entrer dans la tech ou pas, la technologie en général impacte vraiment tous les métiers, toutes les fonctions et vous serez forcément amené dans votre carrière à côtoyer au moins des équipes tech, que vous soyez tech ou pas. Donc il y a déjà voilà, il faut qu'il y ait vraiment cette nécessité pour tous de au moins comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça impacte son environnement professionnel et même son environnement personnel, j'ai envie de dire. Et pour ça, il faut avoir cette curiosité de se renseigner, s'informer et voire même se former. C'est très important parce que bah, plus le temps passe et plus les technologies elles deviennent plus importantes, plus complexes. Et, euh, et il faut vraiment être à l'affût en fait de ces informations-là. Le premier conseil que je dirais, c'est de se former. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se former? Il y a plusieurs conseils. Je pense que tout commence par Google déjà. Tout commence par Google et surtout, c'est bah, de profiter qu'il y ait de plus en plus d'initiatives comme, voilà, comme les podcasts qui s'adaptent en fait au format, qui s'adaptent à tous les formats pour forcément y trouver quelque chose qui peut nous permettre d'en apprendre plus. Donc, soit si vous préférez les podcasts, vous pouvez écouter ce type de podcast. Si vous préférez regarder des films, il y a des films sur Netflix, il y a plein de choses pour mieux comprendre déjà. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est vraiment ne pas avoir peur de tout ce qui peut sembler compliqué, parce que ça ne l'est jamais vraiment. En fait. C'est juste une question de... Il y a des niveaux de difficulté peut-être pour atteindre certains niveaux, voilà, certaines opportunités, mais il n'y a rien qui est compliqué. Et puis aujourd'hui, la technologie, il existe tellement de choses qui ont été créées par par les techniciens, on va dire, pour rendre plus accessible la tech que avec le no-code. Enfin, il y a plein de choses, les réseaux sociaux, où on peut utiliser le digital très facilement
pour mettre en place ces idées, etc. Donc franchement, je ne pas hésiter à tester. Donc ça, c'est pour celles qui sont comme moi. Tester, ça ne coûte rien. Franchement, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour tester l'idée, honnêtement. Donc, on peut avoir une vision de folie. Il ne faut pas attendre d'avoir ça pour la démarrer. Non, il y a toujours le moyen de tester une idée. Et ça peut démarrer par n'importe où et n'importe quoi. Par comme moi, un guide. Aujourd'hui, le guide n'est jamais sorti d'ailleurs. Ça bientôt. Mais sinon, jusqu'à présent, ce truc que j'ai créé, il n'est jamais sorti pour vous dire. Il ne faut pas hésiter à tester. Et puis ensuite, et c'est aujourd'hui qu'il sort. Donc, il n'y a pas, faut pas trop être linéaire, penser comme ci, comme ça. Non. Des fois, les choses viennent à un certain moment et puis voilà, reviennent à un autre moment, d'une autre façon, d'une façon dont c'est de moi. Il faut aussi croire en soi aussi et avoir les bonnes personnes autour de soi et savoir choisir les bonnes personnes autour de soi pour justement ne pas laisser tomber. Franchement, moi, si j'avais pas mes amis et ma famille autour de moi, enfin, voilà, je pense que ce projet très vite, j'aurais laissé tomber. Si mes membres n'étaient pas aussi bienveillantes avec moi, parce qu'elles savent que non plus, c'est pas facile. Mais voilà, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. D'accord, très bien. Merci vraiment pour ces bons conseils. Je Merci. pense que ça nous amène à la Ok, fin de l'épisode. Donc, merci d'avoir partagé ton c'est super, expérience merci. avec moi, avec tout le monde qui va nous écouter, d'avoir parlé d'Abidjanaise InTech, African InTech aussi finalement, parce que finalement, c'est un projet panafricain. C'est très inspirant et franchement, nous t'encourageons dans cette Merci. initiative et nous allons continuer à booster le mouvement. Donc, bah, je dis merci encore d'avoir accepté mon invitation, chère Andrea, et à très bientôt sur le podcast À bientôt. Haïti. Merci beaucoup.